Je vous remercie d'être présents aussi nombreux un samedi matin dans notre assemblée. De toute façon, nous aurions dû être dans notre hémicycle. Je remercie la presse de bien vouloir sortir. Je vous remercie. Bonjour, mon cher collègue. Très bien, je vous remercie. Nous allons commencer. Merci de respecter un peu de silence. Donc, mes chers collègues, nous sommes réunis ce matin pour organiser les travaux que nous allons conduire pour faire la lumière sur les événements survenus à l'occasion de la manifestation parisienne du 1er mai 2018. Je ne reviens pas sur les faits, vous les connaissez tous, et c'est pour faire toute la lumière sur les 3 questions que nous nous posons. Place de la Contrescarpe, le 1er mai 2018, des personnes extérieures aux forces de l'ordre ont-elles pu effectivement se joindre à elles et semble-t-il se livrer à des actes violents en dehors de tout cadre légal? Comment cela a-t-il pu être possible? Comment les choses ont-elles ensuite été gérées? La commission des lois a décidé de se doter des prérogatives d'une commission d'enquête sur le fondement de l'article 5 ter de l'ordonnance du 17 novembre 1958. Hier, à 20h, le bureau de la commission des lois s'est réuni et n'a pas été en mesure de s'entendre sur la nature et les modalités de ce travail. Il a donc été décidé que la commission devait elle-même adopter notre méthode de travail, c'est-à-dire le calendrier, les auditions auxquelles nous allons procéder, le régime de publicité que nous allons leur appliquer. Donc je vous propose, dans le cadre de cette réunion, de décider de ces 3 points, donc notre calendrier de travail, les auditions que nous allons mener et leur régime de publicité. J'ai à mes côtés Guillaume Larrivé qui est co-rapporteur de cette enquête à mes côtés. Donc je vais lui laisser la parole s'il veut avoir un propos liminaire et après nous débattrons de ces 3 points ensemble avec un timing assez serré puisque nous avons la séance publique qui va reprendre à 10h30. Donc, non mais, je vous donne les éléments. Non mais, Monsieur Gosselin, Monsieur Gosselin, 1, vous n'avez pas la parole. 2, je vous donne les éléments de calendrier. C'est la moindre des choses. Alors, je ne vois juste pas pourquoi. Non mais, je ne vois juste pas pourquoi vous haussez le ton. Monsieur le co-rapporteur. Monsieur le co-rapporteur Guillaume Larrivé, vous avez la parole. Bien, merci Madame la Présidente et co-rapporteur. Mes chers collègues, trois séries de remarques. Bon, s'agissant de l'objet de la commission d'enquête, chacun l'a à l'esprit. Des questions très nombreuses et d'une très grande gravité nous sont posées. S'agissant des faits du 1er mai d'une part, s'agissant tout autant de la manière dont ceux-ci ont été traités ou non traités ou étouffés au plus haut sommet de l'État à compter du 1er mai et jusqu'à ce qu'un grand journal du soir révèle l'affaire. Beaucoup de questions devront être posées. Beaucoup de réponses devront être trouvées, ce qui suppose que notre commission d'enquête puisse travailler dans des conditions de grande sérénité, avec une exigence de précision et une exigence aussi démocratique de pleine transparence. Nous le devons aux Français et nous le devons aussi à notre institution, l'Assemblée nationale, dont la dignité et l'efficacité doivent être préservées. Après ces propos liminaires, une seconde remarque sur l'objet de notre commission ce matin. Il me semble nécessaire que 2 points soient actés ce matin lors de notre commission. Les 2 sont également essentiels. Le premier, c'est que naturellement, toutes les auditions auxquelles la commission doit procéder doivent être publiques, conformément au règlement
de l'Assemblée nationale, conformément aussi aux usages constants qui ont été ceux de l'Assemblée nationale. Je rappellerai à cet égard que lorsque, sous la précédente législature, une commission d'enquête s'est tenue afin de faire la lumière sur ce qu'il était convenu d'appeler l'affaire Cahuzac, toutes les auditions, à je crois une exception ou deux, ont eu un caractère public. Et quand je dis public, ça veut dire public, c'est-à-dire en présence de la presse et avec, naturellement, une transmission vidéo simultanée sur le site de l'Assemblée nationale. Nous devons donc ce matin confirmer que nos auditions auront un caractère public, à une exception, si la personne auditionnée demande le huis clos et si, en l'espèce, pour cette demande, la commission décide d'accepter le huis clos, ce qui fait donc une double condition, alors l'audition peut ne pas avoir un caractère public. Mais c'est une exception, si j'ose dire, extrêmement exceptionnelle. Le principe, ce doit être la publicité totale de nos auditions. Le deuxième point que je souhaiterais évoquer, Madame la Présidente, c'est bien sûr la liste des auditions qui me paraît, comme co-rapporteur, nécessaire que notre commission puisse tenir. Je précise qu'il s'agit bien sûr, dans mon esprit, de la liste des premières auditions. Chacun sait, pour en avoir eu parfois l'expérience, que lors d'une commission d'enquête, des auditions appellent parfois d'autres auditions lorsque sont révélés des faits, des identités que nous n'avions pas nécessairement à l'esprit ab initio. 3 séries d'auditions à ce stade nous paraissent nécessaires à raison des fonctions exercées par les personnes dont je vais citer les noms le 1er mai 2018. La première série d'auditions concerne des personnes qui travaillaient ou qui travaillent au ministère de l'Intérieur. La seconde série concerne des personnes qui travaillent ou travaillaient dans les services de la présidence de la République française. Et la troisième série de personnes, ce sont des personnes qui travaillaient ou qui travaillent au sein du parti La République En Marche. S'agissant de la présidence de la République, il nous paraît nécessaire d'entendre M. Alexandre Benalla, qui était le 1er mai chargé de mission adjoint au chef de cabinet du président de la République, M. François-Xavier Loche, chef de cabinet du président de la République, M. le colonel Lavergne, chef du groupe de sécurité de la présidence de la République, M. Patrick Strozda, directeur de cabinet du président de la République, M. Bruno Roger-Petit, porte-parole du président de la République, et M. Alexis Collard, secrétaire général de la présidence de la République. S'agissant du ministère de l'Intérieur, il nous paraît nécessaire d'entendre M. Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, M. Jean-Marie Girier, chef de cabinet du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, M. Michel Delpuech, préfet de police, M. Alain Gibelin, directeur de l'ordre public et de la circulation, M. Laurent Simonin, contrôleur général de la police nationale, affecté à la direction de l'ordre public et de la circulation, M. Maxence Crezat, commissaire de police, affecté dans le même service, M. Jean-Yves Huneau, commandant de police, dont l'affectation d'ailleurs devra être précisée, messieurs les policiers de la CRS numéro 15 de Lyon, qui ont été présents le 1er mai, place de la Contrescarpe à Paris, Mme Marie-France Monet-Guillomard, chef de l'inspection générale de la police nationale, et M. Frédéric Auréal, chef du service de la protection. S'agissant enfin des personnes exerçant des fonctions au sein du parti La République En Marche, il nous paraît nécessaire d'entendre notamment M. Vincent Kras, M. Pierre-Yves Baratier, ainsi que M. Christophe Castaner, délégué général du parti La République En Marche. J'ajoute qu'un certain nombre d'investigations sur pièce et sur place seront sans doute nécessaires. Il nous apparaît que dans un premier temps, un déplacement place de la Contrescarpe sera souhaitable. Voilà, Madame la Présidente, les points que je voulais à titre liminaire évoquer. Merci, Monsieur le co-rapporteur. Écoutez, je pense qu'au moins nous sommes d'accord sur un point, c'est l'audition du ministre de l'Intérieur qui aura lieu lundi matin et qui sera bien évidemment publique et retransmise. Nous vous avions proposé de la fixer lundi matin à 10h. Je pense qu'après-demain, cela satisfera l'ensemble des membres de cette commission. Il n'y a pas de rappel au règlement, Monsieur Bernalicis, en commission. Il n'y a pas de rappel au règlement en commission. Monsieur Bernalicis, lisez le règlement.
Je vous propose d'organiser nos débats en 2 temps. D'abord sur la question de la publicité de ceux-ci. Et une fois que nous nous serons mis d'accord sur le caractère public de nos auditions ou pas, nous pourrons examiner plus avant la liste des personnes que nous pouvons auditionner dans un premier temps. Donc je vais donner la parole en premier à un représentant par groupe politique et vous vous exprimez au nom de votre groupe. Tout le monde ne pourra pas prendre la parole et je donne bien évidemment la priorité au commissaire aux lois. Très bien. Pour le moment, on fait un tour et je vous demande, vous êtes 2 dans votre groupe politique, je pense que vous pouvez vous mettre d'accord pour savoir lequel des 2 va prendre la parole. Donc pour les Républicains, est-ce que c'est M. Gosselin, M. Ciotti? M. Gosselin, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, Monsieur le co-rapporteur, nous voudrions, nous aussi, évidemment, au nom du groupe des Républicains, appeler à la plus grande sérénité. Je crois que depuis quelques heures et 2 jours, ce n'est pas le cas. Les travaux ont été largement perturbés et il importe, évidemment, c'est une exigence de démocratie, que l'on fasse la lumière sur ce qui s'est passé. Vous avez évoqué 3 questions, Madame la Présidente, et évidemment, nous y souscrivons, savoir ce qui s'est passé, comment tout cela a été géré. J'en rajouterai une 4e, c'est comment M. Benalla a-t-il pu profiter de telles protections au plus haut sommet de l'État. C'est une 4e question que nous avons bien en tête et que nous souhaitons évidemment aborder dans cette commission. Pour en revenir à la publicité des débats, je rappellerai tout d'abord que cette publicité des débats est de droit. C'est un principe, la publicité des débats ici. Principe qui vaut pour la commission des lois, qui en réalité ici siège toujours en commission des lois, mais dotée de pouvoirs particuliers au titre de l'article 145. Donc on est bien dans les purs habituels de la commission des lois avec des travaux publics. Je rappelle par ailleurs que le jeudi 19, lors de la précédente commission des lois qui a statué sur l'organisation des débats, sur le principe même de ces pouvoirs particuliers, nous avions collectivement et à l'unanimité accepté le principe de la publicité. Du reste, le président de Rugy lui-même, dans la 3e séance, à la reprise des travaux, a précisé: nous nous sommes mis d'accord sur une application originale de l'article 145-1 du règlement. Très bien. Ce n'est évidemment pas pour démolir le lendemain ce qui a été fait la veille. C'est le président de l'Assemblée qui engage son autorité. Il ajoute: je ne vais pas répondre à la place de Madame la Présidente de la Commission des lois sur l'organisation des travaux de la Commission, mais il ne s'agit pas de se réunir à huis clos. Vous le savez bien. La règle est que les réunions de commission soient publiques et transparentes, et il faut un vote spécifique pour décréter le huis clos. Vous voyez bien que le principe qui a été arrêté, le président de l'Assemblée lui-même le dit. Si j'insiste à ce point, c'est pour montrer l'autorité du président, sauf à saper l'autorité du président et que la majorité veuille s'asseoir dessus. Mais là, c'est un autre problème qui dépasse le cadre de la simple opposition. Je demande donc au nom de mon groupe, et c'est le premier point, je vous demanderai, Madame la Présidente, la parole ensuite sur les autres points, mais sur ce premier point, je demande donc comme non négociable, puisque c'était un agrément de l'ensemble des groupes qui a été rappelé par le président de l'Assemblée lui-même, je demande évidemment la publicité intégrale, sauf quelques exceptions, telles qu'a pu le rappeler monsieur le co-rapporteur Larrivé, sauf que quelques exceptions dûment justifiées. Et pour terminer mon propos, je rappelle que même dans l'affaire Cahuzac, toutes les réunions ont été publiques, à l'exception d'une. D'ailleurs, on va en célébrer, commémorer, je ne sais comment dire, le 1er anniversaire, à croire que le mois de juillet est un mois un peu compliqué, sauf celle, vous pourrez vous y référer dans le compte-rendu numéro 36, du 24 juillet 2013. Donc même dans l'affaire Cahuzac, c'est vous dire, qui avait suscité beaucoup d'émoi. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui nous aurions une autre approche. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame Guévenoux pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente. Le groupe majoritaire considère que le rôle du député, c'est à la fois de mener son travail de législateur, c'est-à-dire que les travaux se poursuivent. Là, je reviens sur le projet de loi constitutionnelle 5 secondes, mais ça fait quand même 4 semaines de débat
Les faits dont nous parlons sont déroulés jeudi, donc ce serait bien qu'à l'issue de nos travaux de commission d'enquête, on puisse les reprendre. Je referme la parenthèse. Et que l'on puisse également mener notre travail de commissaire enquêteur, c'est-à-dire rechercher la vérité. Rechercher la vérité, pour la majorité, cela signifie faire la lumière sur les faits qui se sont déroulés le 1er mai. Et cela ne signifie pas, comme je l'ai entendu hier, étouffer les faits, mais bien investiguer. Là-dessus, l'honnêteté, la sincérité de la majorité ne peut être remise en cause. Pour l'opposition, cela signifie aussi une façon de rechercher la vérité en sérénité. J'ai entendu que c'était votre volonté ici. En sérénité et en sincérité, ne pas instrumentaliser les faits. Nous devons donc pouvoir examiner les faits avec sérénité et sincérité. Et si nous le faisons, si nous nous donnons ces règles de conduite, nous serons à la hauteur de ce qu'attendent les Français. Pour ces deux raisons, donc en ce qui concerne le huis clos, je faisais partie des députés qui considéraient que l'audition d'un homme ou d'une femme politique devait être publique, mais que pour celle de fonctionnaires, c'était les exposer à un jeu de rôle politique exacerbé par la présence de médias auxquels ils n'étaient pas habitués. Pour autant, non, c'est pas mentir, madame. Pour autant, la nature dont s'est déroulé notre bureau de commission des lois hier soir, à savoir que l'ensemble de nos échanges étaient directement retransmis sur les réseaux sociaux, m'a fait prendre conscience de l'illusion du huis clos. De cette manière, le groupe majoritaire considère que les auditions doivent pouvoir être publiques, car chaque Français pourra juger sans que les propos des uns ou des autres puissent être instrumentalisés. Nous sommes donc favorables à la publicité, aux exceptions citées par le co-rapporteur, en particulier quand elles entraîneront des questions de sûreté de l'État. Je vous remercie. Dans l'ordre d'importance des groupes, la parole est au MoDem, Monsieur Balanant. Oui. Bonjour à tous. À tous et à toutes, pardon. C'est la fatigue. On commence effectivement tous à être fatigués. Monsieur Chenu, si vous pouviez ne pas commencer vos sarcasmes, ça serait bien. Donc, je voulais nous féliciter d'être ici, à peine quelques heures après la décision de mettre en place, de transformer notre commission des lois en commission d'enquête, et rappeler donc que nous n'avons pas traîné à nous mettre en place. Sur la question principale, puisque c'est de celle-là qu'il s'agit et qu'il faut trancher dans un premier temps, et donc sur la publicité de nos débats. Il nous semble évident que cette publicité ne nuira pas si tout le monde travaille sereinement, et j'ai l'impression que tout le monde souhaite travailler sereinement, je l'espère, ne nuira donc pas à la qualité de cette enquête, entre guillemets, que nous devons mener. Cela dit, je pense qu'il faut évidemment laisser la possibilité à un certain nombre de personnes, comme il est d'usage, de refuser le huis clos pour justement avoir une... de demander le huis clos. Monsieur Chenu, rigolez. Donc de refuser, excusez-moi, le huis clos. S'il vous plaît, mes chers collègues, écoutez-vous. Cette capacité de refus pour certaines personnes auditionnées nous permet... Oui, demander le huis clos. Oui, je m'embrouille, mais voilà. C'est la fatigue. Donc, ça nous permettra sur certaines personnes, je l'espère, d'avoir une qualité et une sincérité des débats qui ne serait pas possible peut-être dans une configuration télévisée où parfois peut-être certains aimeraient tirer un petit peu une certaine lumière des questions qui pourraient être posées. Donc nous félicitons de cet accord qui semble se trouver et nous sommes donc en phase avec le co-rapporteur et la présidente sur cette question. Je vous remercie. Pour l'UDI, Monsieur Jean-Christophe Lagarde.
Merci Madame la Présidente, Monsieur le co-rapporteur, chers collègues. Nous traversons évidemment une crise grave, comme on en a rarement vu. Et je tiens d'abord à dire que notre groupe n'a à aucun moment cherché à bloquer nos institutions, que ce soit dans l'hémicycle ou en commission. Pourquoi? Parce que les institutions, elles sont faites pour répondre aux crises. Quand il y a crise par nature, c'est le processus institutionnel qui peut permettre de sortir de la crise. Et si aujourd'hui l'exécutif est atteint, le législatif jusqu'à présent ne l'est pas. Jusqu'à hier soir, avec cette impression que nous avons donnée, que nous n'étions pas capables de répondre aux enjeux qui étaient devant nous. Et je crois que la réunion de ce matin, c'est en tout cas le sentiment de notre groupe, est faite pour que nous trouvions une solution de sortie de cette crise et que nous montrions aux Français que l'Assemblée nationale fait son travail, qu'elle est capable d'équilibrer les pouvoirs, de leur garantir à la fois la transparence, la vérité et de faire des propositions pour faire en sorte que ce qui s'est produit le 1er mai et après, ne puisse pas se reproduire. C'est cela le rôle de l'Assemblée nationale de notre point de vue. Pour cela, il faut que la commission des lois, devenue commission d'enquête, ou s'attribuant des pouvoirs d'une commission d'enquête, puisse avoir la crédibilité. La crédibilité, j'entendais tout à l'heure Marie Guévenoux, et elle a raison, personne ne peut présumer la malhonnêteté de la majorité, mais personne ne peut présumer non plus la transparence qu'elle souhaiterait. Ça reste à démontrer. Et pour cela, il faut qu'une majorité ne soit pas seule à enquêter sur elle-même, seule à décider de ce que nous allons faire, mais qu'elle entende les diverses demandes de l'opposition, qu'elle les écoute, si tant est qu'elles soient raisonnables. Je le dis, pour nous, il ne serait pas acceptable qu'on refuse des auditions sollicitées par des groupes d'opposition, dès lors que ces auditions auraient un vrai rapport avec le dossier, naturellement, et pas acceptable qu'on impose le huis clos. Nous ne participerions pas à une commission d'enquête, nous ne cautionnerions pas une commission d'enquête qui se tiendrait dans le secret ou dont on refuserait des auditions majeures. Il faut dire les choses aux Français pour leur garantir, en réalité, majorité et opposition, pour leur garantir que le travail sera fait proprement et honnêtement ici. À ce stade, il nous semble que pour débloquer notre institution, il est d'abord nécessaire qu'avant les questions au gouvernement, le ministre de l'Intérieur soit entendu par cette commission. Jean-Christophe, est-ce qu'on peut rester sur la publicité? On abordera dans un deuxième temps les auditions. Pardon, je suis en train de parler du calendrier. Quand je dis le ministre de l'Intérieur avant les questions au gouvernement, c'est tout simplement parce que nous pensons que les questions au gouvernement seront absolument détestables pour notre institution si le ministre de l'Intérieur ne s'est pas expliqué avant. J'ai annoncé que l'audition serait lundi matin. A priori, on est avant les questions au gouvernement. Donc ce point est satisfait. Je crois, Madame la Présidente, que vous avez annoncé une proposition. Je crois, Madame la Présidente, que vous avez annoncé une proposition qui risquerait d'être discutée. Puisque je viens en soutien de votre proposition, le mieux est sans doute de me laisser terminer mon propos. Deuxième chose, pour ce qui concerne la publicité, et vous avez dit qu'on regarderait les auditions dans un troisième temps, et nous avons des propositions à faire. Pour ce qui concerne la publicité, la règle de la commission, que ce soit la commission des lois ou la commission d'enquête, c'est la publicité. L'exception, c'est évidemment le huis clos. Il ne peut être qu'à la demande d'une personne qui viendrait participer et ne doit pas être accordé sans qu'il y ait eu débat au sein de la commission. Je veux dire une chose simple à nos collègues, c'est que là encore, je ne crois pas qu'un seul Français comprendrait que nous décidions le huis clos. Hier soir, c'est vrai, dans le débat, un certain nombre de nos collègues, notamment de la majorité, pensaient que ça pouvait poser problème. Ça ne posera pas de problème. La seule chose que je pourrais concéder à des fonctionnaires, pour leur image personnelle, c'est la retransmission télévisée, mais ça ne veut pas dire que la retransmission audio ne doit pas exister. Disons les choses concrètement. Tel ou tel fonctionnaire de police, et on se souvient, j'alerte tout le monde là-dessus, de ce qui est arrivé à 2 fonctionnaires de police, dont le visage deviendrait connu dans l'ensemble du pays, pourraient se retrouver, eux, en difficulté, voire en danger dans leur exercice de leur profession, voire dans leur vie privée. Donc c'est la seule concession qu'on puisse faire. Aucun personnage public, naturellement, ne peut se passer de la publicité des débats. Voilà la position du groupe UDI Agir Indépendant. Je vous remercie. Pour le groupe Nouvelle Gauche, Madame Untermaier. Merci, Madame la Présidente. Déjà, en introduction, vous dire que ce n'est pas la première fois que des difficultés rencontrées dans l'exécutif rejaillissent sur le législatif et que nous avions, nous, à gérer l'affaire Cahuzac à la suite, pourtant, d'engagement d'une République exemplaire. Pour vous dire aussi que nous y avons répondu par une commission d'enquête, Moi, j'étais responsable pour le groupe, qui était majoritaire à cette époque. Cette commission d'enquête, à titre d'illustration, était présidée par
M. Claes, le député Claes de la majorité, donc il y a un co-rapporteur qui était M. de Courson, qui est bien connu pour quand même sa volonté de ne pas laisser filer les choses, et quand on a des choses à dire, on les dit. La publicité a été quasi totale. Mon souvenir, c'est que nous avions effectivement proposé le huis clos à l'épouse de M. Cahuzac, pour des raisons évidentes que vous comprendrez et que je ne développe pas. En revanche, les patrons des administrations centrales avaient été auditionnés de manière publique. Enfin, ils assument les responsabilités et ils sont en capacité, effectivement, d'avoir à dire ce qu'ils ont à dire sous serment devant une commission d'enquête. La publicité, elle a été écartée pour le Bataclan pour les raisons qu'on connaît. Elle a été écartée aussi pour des questions de sûreté du nucléaire, et on le comprend aussi. En revanche, lorsqu'il s'agit de nos institutions, de son fonctionnement, il me paraît tout à fait dommageable d'imaginer même que le huis clos puisse être possible. Donc, moi, au nom du groupe Nouvelle Gauche, je vous précise que nous ne participerions pas à une réunion, une commission d'enquête qui ferait du huis clos la règle et la publicité l'exception. Et je redoute, mais il n'y a pas de raison, et vous allez me rassurer sur ce point, je redoute que toute personne faisant la demande du huis clos soit satisfaite de cette exigence. Nous ne pourrons pas fonctionner dans ce dispositif. Enfin, vous dire que cette commission d'enquête, elle nous engage et qu'elle est là pour éclairer, sans enquête à charge, un dispositif et un fonctionnement qui nous interroge. Il ne s'agit pas de démolir, de faire de l'obstruction. Il s'agit en responsabilité, parce que nous sommes une institution fondamentale de la République, eh bien, de donner toute sa dimension à une commission d'enquête où, je le rappelle, les personnes viennent présenter les faits sous serment. Donc, c'est une commission d'enquête qui exige, bien sûr, de la sérénité, de la responsabilité, et je ne doute pas que eh bien, notre Assemblée soit à la hauteur de cet enjeu. Je vous remercie, Madame Untermaier. Pour le groupe GDR, Monsieur Stéphane Peu. Oui, merci Madame la Présidente. Je vais aller assez vite puisqu'il semblerait que se dégage, contrairement à hier soir, un consensus, ou en tout cas un début de consensus sur le caractère public de nos travaux. J'ajoute quand même par rapport à ce qui a été dit, c'est que le caractère public, c'est à la fois une exigence de transparence qui est conforme à notre règlement, une exigence de transparence sur un sujet qui doit... nos travaux doivent être accessibles à la fois à la presse et à travers la presse aux Français dans leur ensemble, qui se posent de nombreuses questions sur cette affaire. Mais j'ajoute que l'exigence le caractère public est aussi une exigence vis-à-vis des commissaires. Parce que si on est tous volontaires pour que la manifestation de la vérité, ça se vérifie aussi dans le rôle que vont jouer les commissaires pour que cette vérité éclate. Et le fait que les commissaires soient aussi sous contrôle, entre guillemets, public, est aussi un gage d'efficacité, de transparence, de façon à ce que ceux qui veulent instrumentaliser à outrance la commission soient mis en lumière et ne puissent pas le faire, et que ceux qui voudraient ne pas jouer leur rôle pour que la vérité éclate, ou couvrir ou masquer certaines vérités, ne puissent pas le faire. C'est aussi cela l'intérêt de l'audition publique. Voilà, donc j'ai beaucoup de propositions à faire ensuite sur les auditions, qui sont complémentaires à ce qu'esquissait le co-rapporteur Guillaume Larrivé. Mais à ce stade, voilà, nous souhaitions et nous en faisions un préalable le caractère public de toutes les auditions. Et je suis d'accord avec Cécile Untermaier, c'est pas parce qu'une personne demanderait le huis clos qu'on doit obligatoirement le satisfaire. Il faut qu'il y ait des impératifs. Et sur ce sujet, j'en vois pas beaucoup d'impératifs de huis clos. Mais bon,
en admettant que ça puisse arriver, il faudrait qu'il y ait des impératifs qui justifient le huis clos. Ça ne peut pas être une possibilité offerte de manière open bar à l'ensemble des personnes qui seraient auditionnées, fonctionnaires ou pas. Je vous remercie, Monsieur Peu. Pour les Insoumis, Monsieur Bernalicis ou Madame Obono? Monsieur Bernalicis. Oui, c'est le groupe La France Insoumise, Madame la Présidente. Tout d'abord, rappeler un petit point de notre règlement, parce que je sais que ça vous tient à cœur de faire appliquer les règles. On a assez rappelé ces dernières 48 heures. Vous indiquez que l'article 143 sur les commissions d'enquête précise que la fonction de président ou de rapporteur revient de droit à un député appartenant à un groupe d'opposition. Or, en ayant la fonction à la fois de présidente et de co-rapporteur, vous mettez le flou sur cette séparation entre majorité et opposition sur les rôles de président et de rapporteur. Donc j'interroge déjà sur ce point, est-ce que c'est bien en accord avec notre règlement, en dépit du fait que vous m'ayez refusé un rappel au règlement? Je voulais quand même préciser ce point, puisque selon vous, il faut faire ça dans les règles, encore une fois. Et c'est ce qui permettrait d'avoir une certaine sincérité et une certaine sérénité des débats. Je vois bien que le ton a radicalement changé depuis hier soir sur la publicité de nos débats, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Et je m'en félicite, et je pense que tous les groupes d'opposition s'en félicitent. Parce que c'était pas exactement la même teneur hier soir. C'était même la teneur plutôt inverse. Mais là, je vais abonder dans le sens de ce qui a été dit sur le fait que la règle, ce soit effectivement la publicité du débat, l'exception, le huis clos ou un entre-deux. Notre collègue Lagarde a sans doute aussi raison d'indiquer que pour des policiers, on pourrait faire uniquement audio et pas vidéo. Ça peut être une solution qui soit satisfaisante en la matière, mais que dans tous les cas, ce n'est pas parce que quelqu'un demande le huis clos qu'il l'obtiendra. Et ça, c'est un point extrêmement important pour la suite de nos travaux. Sur cette même publicité, il est pour nous effectivement essentiel qu'au-delà de la représentation nationale, à la fois, déjà au-delà des membres de la Commission des lois, parce que sinon uniquement les membres de la Commission des lois auraient pu voir ces auditions, je pense que les 577 députés sont en droit d'avoir accès à ces auditions, premièrement, et que les Françaises et les Français qui suivent ça d'assez près puissent en connaître. Pourquoi? Parce que c'est l'autorité même de l'État et le fait que nos concitoyens et nos concitoyennes se soumettent à nos règles communes et à la loi qui est en cause dans cette affaire. Parce que si vous ne faites plus confiance à ceux qui sont au sommet de l'État, et là c'est le président Macron qui parlait sur un média, qui disait ça, si même au sommet de l'État ce n'est pas irréprochable, alors en cascade derrière, vous perdez toute autorité pour faire appliquer nos règles communes et l'ordre républicain. Et nous, nous sommes farouchement des tenants de l'ordre républicain, nous ne sommes pas pour le désordre. Et c'est une situation, et vous pouvez rigoler, chers collègues, parce que le désordre, qu'est-ce que vous le mettez? Qu'est-ce que vous le mettez? Qu'est-ce que vous le mettez? Mais j'espère qu'on retrouvera s'il vous plaît, le laissez calme Monsieur Bernalicis et la sérénité, s'exprimer, s'il vous plaît. Par le biais de cette commission d'enquête, entre autres, par le biais de cette commission d'enquête et de nos travaux. Nous aurons évidemment d'autres remarques à faire. S'il vous plaît. À la suite de ça, sur les auditions à conduire, mais aussi sur l'organisation des débats. Il ne faudrait pas que nos débats fassent en sorte qu'il n'y ait que la majorité qui puisse poser des questions ou qui puisse poser davantage de questions que les autres et qu'on ne puisse pas répondre à nos interlocuteurs. Et j'insiste aussi sur un point, il est essentiel, y compris dans le cadre de la publicité de nos débats, que quelqu'un puisse être éventuellement réentendu. Entendu une première fois, puis ensuite de nouveaux éléments qui pourraient être apportés par les personnes entendues, qu'elles puissent être réentendues. Voilà, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, les premiers éléments que je voulais donner au nom de mon groupe de la France Insoumise. Je vous remercie. Donc chacun des groupes s'est exprimé. Je souhaiterais vous dire plusieurs choses. Que personne ne peut douter de la volonté de la Commission des lois et de la majorité de faire toute la lumière sur cette affaire. C'est le sens de tout ce que nous avons entrepris depuis
48 heures en réunissant de façon extrêmement rapide la commission des lois pour qu'elle vote à l'unanimité l'octroi des pouvoirs d'une commission d'enquête. Nous avons diligenté de façon extrêmement rapide l'ensemble de la procédure qui nous a permis d'avoir effectivement ces pouvoirs. Dans les heures qui ont suivi, j'ai réuni le bureau de la commission des lois et constatant le désaccord, j'ai immédiatement proposé la réunion de la commission qui nous réunit ce matin. Donc je pense qu'il est clair et certain pour tout le monde que la majorité souhaite que la vérité soit établie et cela de la façon la plus claire et la plus sereine possible. C'est la raison pour laquelle également je souhaite que, et je veillerai à ce point tout au long de cette procédure, que les règles de notre Assemblée s'appliquent, que chaque député présent dans la commission des lois s'y conforme et qu'effectivement, hier en bureau, je n'ai pas admis que la confidentialité qui était indispensable à la conduite de nos travaux ne soit pas respectée, car le pire qui pourrait nous arriver, c'est une instrumentalisation de ces auditions à travers, pour que quelques-uns puissent en faire des tribunes politiques. Je pense que ce n'est la volonté et ce n'est dans l'intérêt de personne. Donc nous avons souhaité au sein du groupe majoritaire, et je vois bien que cela remporte aujourd'hui l'unanimité des membres de la commission, de rendre publiques les auditions que la commission va réaliser, sous réserve, bien sûr, que si certains fonctionnaires, et on peut comprendre leurs motifs, demandent le huis clos, et auquel cas nous en délibérions entre nous pour voir si la commission des lois accepte ou n'accepte pas le huis clos au cas par cas. J'ajoute que nous sommes néanmoins contraints dans l'exercice de nos travaux par l'existence d'une enquête judiciaire en cours, que la garde des Sceaux, dans sa réponse qu'elle a apportée à notre lettre d'hier, nous a indiqué que le périmètre de la commission d'enquête est susceptible de recouvrir pour partie plusieurs procédures diligentées par le parquet de Paris, à la suite notamment de faits de violence commis par les forces de l'ordre, de faits de violence commis par personnes chargées d'une mission de service public, d'usurpation de signes réservés à l'autorité publique et d'immixtion dans l'exercice d'une fonction publique lors de la manifestation du 1er mai 2018. Certaines de ces procédures sont encore en cours. J'appelle ainsi votre attention sur l'articulation de cette commission avec des procédures judiciaires. Donc je voulais également vous en informer pour que vous soyez tous attentifs à notre périmètre d'action dans le cadre de notre commission, de la commission qui nous réunit. Donc je vais laisser Guillaume Larrivé, en tant que co-rapporteur, apporter des éléments complémentaires et nous passerons au vote ensuite sans prise de parole complémentaire. Chaque groupe politique s'est exprimé. Et j'organise les débats au sein de la commission des lois. Monsieur le co-rapporteur, vous avez la parole. Bien. Alors, monsieur le co-rapporteur a la parole, madame Obono. J'ai dit un orateur par groupe, vous êtes deux. Monsieur Bernalicis s'est exprimé au nom de votre groupe, la France Insoumise. Bien, madame la présidente, s'agissant... Vous avez dit, on verra. Non, non, non. On verra. Moi, j'ai des questions très précises à vous poser, y compris sur la sincérité et la sérénité de nos débats. Donc, vous décidez là, vous actez que vous décidez de ne pas me donner la parole alors que vous nous avez convoqués et que vous n'avez pas défini avant le début de la réunion les règles. Vous dites que vous êtes accrochés aux règles. Vous n'avez pas défini au début Madame de la Obono, réunion. je vous réponds. Madame Obono, je vous réponds. Je n'ai pas à définir de règles spécifiques. Je vous rappelle que vous fréquentez la commission des lois et vous en êtes membre depuis 1 an. Et nous sommes
tout simplement en commission des lois dotée de certaines prérogatives. Donc le fonctionnement de la commission des lois ne diffère pas aujourd'hui de celui que vous connaissez parfaitement. Maintenant, la parole est à Monsieur Guillaume Larrivé. Bien, merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente. Bien, il me semble que pour la clarté de nos débats, Madame Obono, faisons peut-être les choses dans l'ordre. Très attachée à l'autorité de l'État en général et à l'autorité de la présidente de la commission des lois en l'espèce, effectivement, la présidente préside et donne la parole. Bon. Et en l'occurrence, la parole, je l'ai en cet instant. Deux remarques. S'agissant de l'audition, s'agissant du caractère public des auditions, et du huis clos, je veux que nous précisions bien ce que nous apprêtons de mettre aux voix. C'est donc caractère public absolu. Public, ça veut dire présence de la presse et transmission vidéo. Ça, c'est le principe. Et dans l'hypothèse où une personne que nous convoquons demande le huis clos, il y a une décision préalable de la commission pour accorder ou non le huis clos. C'est bien cela. C'est tout à fait cela, mon cher co-rapporteur. Donc les auditions auront la même publicité que celle que nous avons lors d'une séance de commission des lois, donc retransmission sur le canal de l'Assemblée tel que nous l'avons aujourd'hui et présence de journalistes accrédités dans l'enceinte de notre Assemblée nationale. Et lorsque une personne auditionnée demandera le huis clos, il faudra que la commission, ou si nous en sommes d'accord tous les deux, nous pouvons l'accepter puisque nous avons le pouvoir en tant que co-rapporteur d'accepter ce huis clos. Si nous avons un désaccord entre nous, nous pourrons réunir la commission pour que celle-ci statue sur notre désaccord. Entendu, moi ça me paraît de bonne méthode et ça me paraît surtout conforme à notre règlement. La deuxième remarque que je voulais faire, vous avez évoqué, Madame la Présidente, à l'instant, la lettre de la garde des Sceaux adressée le 20 juillet, hier, au président de l'Assemblée nationale sur l'articulation du périmètre, d'une part, de notre commission d'enquête, d'autre part, des diverses procédures diligentées par le parquet de Paris, certaines de ces procédures étant en cours. Je veux dire, l'interprétation, la lecture que je fais de cette lettre n'interdit pas ab initio l'audition de telle ou telle personne. Cette lettre appelle notre attention sur l'articulation nécessaire en droit entre le périmètre de notre commission d'enquête et le périmètre des procédures en cours. Cette articulation doit être trouvée lors de l'audition des personnes que nous entendons, mais cette lettre ne saurait avoir pour effet de nous interdire ab initio de convoquer telle ou telle personne. Il me semble que cette précision doit être entendue. Comme vous le savez, c'est une règle en fait que rappelle et qu'affirme régulièrement le Conseil constitutionnel. C'est le principe de séparation des pouvoirs. Et nous ne pouvons bien évidemment nous immiscer dans la même temporalité à des procédures judiciaires en cours. Mais je suis effectivement d'accord avec vous. Nous l'apprécierons au cas par cas, au fur et à mesure de nos travaux. Mais elle s'impose bien évidemment à nous. Et je sais que à quel point vous êtes respectueux de ces règles et de celles relatives à la séparation des pouvoirs. Si vous en êtes d'accord, mes chers collègues, je vais mettre aux voix ce principe tel que nous venons de le rappeler de publicité de nos débats, sauf exception et demande de huis clos sur laquelle nous nous prononcerons en tant que co-rapporteurs et en cas de désaccord entre nous au sein de la commission des lois. Qui est pour? Alors, je pense... on en rediscutera, je pense, au cas par cas. Nous avons les règles qui... les règles de la publicité des débats sont extrêmement modulables. Et nous avons effectivement la possibilité, et ça a été déjà organisé dans le passé, dans le cadre de certaines commissions d'enquête, d'organiser une voie médiane où il peut y avoir un huis clos avec un compte-rendu. Donc il y a toute possibilité de modulation. Je pense qu'au fur et à mesure, nous serons en capacité, parce que je vois bien que nous sommes en capacité de travailler
travailler en bonne intelligence pour la manifestation de la vérité et pour, je pense, être à la hauteur. Et je rejoins Madame Untermaier sur le fait de dire que maintenant, il faut que la commission des lois doit s'honorer à conduire cette procédure le plus impartialement possible et le plus parfaitement possible et le plus irréprochablement possible. Donc je pense que nous serons en capacité d'adapter à chaque fois les règles qui nous incombent, sachant que nous sommes dans ce cadre-là de l'ordonnance du 17 novembre 1958. Donc je vais mettre aux voix cette possibilité donc, de mener nos travaux en termes de publicité qui est pour. Donc je rappelle que seuls votent les commissaires aux lois, qui est contre. Très bien. Donc, quasi-unanimité, puisque la France insoumise n'a pas participé au vote. Donc, ce mode de fonctionnement est adopté. Donc, nous pouvons aborder le deuxième point, donc la liste des auditions. Monsieur le co-rapporteur vous a indiqué donc, les auditions qu'il souhaitait que notre commission des lois conduise. Dans un premier temps, j'entends bien. Nous sommes d'accord, je suis d'accord avec lui sur un certain nombre d'entre elles. Un certain nombre d'entre elles me semblent inopportunes parce que non nécessaires. À ce stade. Donc je pense que dans un premier temps, nous pouvons nous mettre d'accord sur une liste qui emporte notre adhésion, commencer nos travaux et puis nous pourrons la compléter au fur et à mesure. Parce que, bien évidemment, et j'ai déjà entendu dans vos différentes prises de parole, que certains d'entre vous et certains groupes avaient également des auditions à proposer. Et donc, bien évidemment, nous allons en tenir compte. Mais si nous souhaitons nous mettre au travail le plus rapidement possible, et moi je vous proposerai de nous mettre au travail dès lundi matin, si nous pouvions nous mettre d'accord sur un certain nombre d'auditions non exhaustives, nous pourrions dès à présent commencer nos travaux. Donc je vais vous indiquer sur quelle liste moi je vous propose en tant que présidente co-rapporteur. Je donnerai la parole à Guillaume Larrivé ensuite en tant que co-rapporteur, puis à nouveau à chacun des groupes composant cette commission pour qu'il donne l'expression de son groupe politique et ensuite nous pourrons délibérer sur cette proposition. Est-ce que vous en êtes d'accord? Très bien. Donc, je vais repartir de la liste que m'a transmise ce matin Guillaume Larrivé. Donc, il souhaite entendre, et nous le souhaitons puisque nous l'avions d'ores et déjà annoncé, Monsieur le ministre de l'Intérieur, ministre d'État, Monsieur Gérard Collomb. Donc, je vous propose de commencer par cette audition dès lundi matin à 10h. Nous en délibérerons ensemble, mais c'est la proposition que je formule. Je souhaiterais que nous entendions le préfet de police, M. Michel Delpuech, et je vous propose de l'entendre dès lundi à 14h. Ensuite, M. Larrivé propose l'audition d'un certain nombre de policiers. Donc, je suis en accord avec lui sur la majorité d'entre eux. Donc je pense que nous pouvons entendre M. Alain Gibelin, le directeur de l'ordre public et de la circulation, M. Laurent Simonin. Je pourrais vous transmettre, je vous transmettrai bien évidemment la liste sur laquelle nous allons nous mettre d'accord. M. Laurent Simonin, le contrôleur général de la police nationale, M. Maxence Creusat, le commissaire de police, M. Jean-Yves Huneau, commandant de police, Madame Marie-France Monéger-Guillaumard, chef de l'inspection générale de la police nationale. Monsieur Frédéric Auréal, chef du service de la protection. Concernant les personnes exerçant des fonctions au sein des services de la présidence de la République, je vous propose d'entendre Monsieur le colonel Lavergne, chef du groupe de sécurité de la présidence de la République, ainsi que Monsieur Patrick Strosda, directeur de cabinet du président de la République. Et je pense que dans un premier temps, cela peut satisfaire aux travaux de la commission des lois. Donc voilà la proposition. Je donne d'abord la parole à mon co-rapporteur, puis après à un représentant par groupe. Monsieur Larrivé, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente.
La liste que vous venez de mentionner est encore, selon moi, parcellaire. Les faits dont nous sommes saisis, tels que nous les comprenons à la lecture de la presse, impliquent directement 3 types d'acteurs. Des acteurs qui sont placés sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, vous avez évoqué certains d'entre eux, des acteurs qui sont des agents de la présidence de la République, vous en avez mentionné 2 et 2 seulement, et des acteurs qui sont aussi, tels que la presse nous l'indique, permanents, salariés, dirigeants, on ne sait trop, du parti La République En Marche. Il y a bien 3 séries d'acteurs, et dans la liste que vous venez d'évoquer, elle est doublement parcellaire. Doublement parcellaire entend d'une part qu'elle exclut la liste d'acteurs du parti La République En Marche, et parcellaire aussi en tant que pour les 2 autres catégories, elle est parcellaire. Alors s'agissant de La République En Marche, je maintiens qu'il est nécessaire évidemment d'entendre M. Vincent Crase, dont on comprend qu'il était présent sur les lieux le 1er mai. Il est évidemment nécessaire d'entendre la personne dont on croit comprendre à la lecture de la presse qu'il est le responsable d'un service dit de sécurité au sein du parti La République En Marche, M. Baratier. Et il est évidemment nécessaire d'entendre le principal dirigeant officiel de La République En Marche, le délégué général de ce parti, M. Christophe Castaner. S'agissant de la présidence de la République, je ne pourrais comprendre que nous n'auditionnons pas celui que le directeur de cabinet du président de la République, M. Patrick Stroda, désigné le 3 mai dans une lettre comme, ouvrez les guillemets, chargé de mission, adjoint au chef de cabinet du président de la République. Je veux dire, bien sûr, M. Alexandre Benalla. Il est évidemment nécessaire de l'entendre. Et puisqu'il était le 1er mai adjoint au chef de cabinet du président de la République, il faut aussi, évidemment, entendre le chef de cabinet du président de la République, qui est fonctionnellement son N+1, M. François-Xavier Loche. Je m'étonne que vous ne l'ayez pas cité dans la liste des auditions. Et il va de soi également qu'il est nécessaire d'entendre le secrétaire général de la présidence, M. Alexis Kohler, ainsi que M. Bruno Roger-Petit, porte-parole de la présidence de la République, dont je rappelle que pour la première fois depuis son entrée en fonction, il a choisi très solennellement de s'exprimer lors d'un point presse à l'Élysée sur les faits dont nous parlons. Il s'est exprimé en faisant une déclaration dont certains termes d'ailleurs ont été immédiatement contredits par la garde des Sceaux dans l'hémicycle. Donc il va de soi que nous devons ici l'entendre pour savoir très précisément ce qu'il a indiqué et ce qu'il connaît des faits. S'agissant enfin des agents du ministère de l'Intérieur, vous avez, Madame la Présidente, marqué un certain nombre de points d'accord. Nous pensons nécessaire de compléter cette liste par M. Jean-Marie Girier, chef de cabinet du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui a une compétence directe dans les faits dont nous parlons, s'agissant d'un certain nombre d'éléments. Il nous paraîtra aussi utile d'entendre, de manière sans doute plus directement opérationnelle, si j'ose dire, les acteurs de terrain, c'est-à-dire le commandant et ou les agents, c'est à affiner, de la compagnie républicaine de sécurité qui était présente sur les lieux le 1er mai pour comprendre qui commandait quoi sur le terrain. Voilà, je dois donc dire, si je résume, qu'il y a là quand même entre les 2 co-rapporteurs un désaccord majeur sur le périmètre et sur l'identité des personnes devant faire l'objet de cette première série d'auditions publiques. Je vous remercie. Donc, un orateur par groupe. Monsieur Ciotti pour le groupe Les Républicains. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, la mission de cette commission d'enquête est essentielle. Finalement, elle doit participer à rétablir la confiance de nos concitoyens dans nos institutions. L'exécutif a failli, et il a failli très gravement. L'exécutif a menti, et à chaque heure, des révélations supplémentaires témoignent que des membres éminents, que ce soit la présidence de la République, que ce soit des ministres, que ce soit des hauts fonctionnaires, ont menti.
et ont menti délibérément, et notamment quant à la nature des sanctions et aux missions qui étaient et qui sont toujours, qui ont été exercées jusqu'à hier par M. Benalla, puisque le porte-parole de la République a évoqué des sanctions. Ces sanctions n'ont pas été appliquées, et nous le démontrons, et cela a été démontré par la presse, puisque M. Benalla était dans le bus des Bleus lundi, il était à Giverny avec le couple présidentiel dans une visite privée, il était présent le 14 juillet, donc le fait qu'il ait été déchargé de ses fonctions de sécurité était totalement faux. Nous apprenons à l'instant, au moment même où siège cette commission, par des révélations du Point, que M. Benalla avait lui-même procédé à des recrutements de policiers du GSPR, notamment dans les équipes de protection de l'imam Chalgouni. Nous découvrons tous ces éléments. Ça veut dire aujourd'hui que l'exécutif a menti et que notre commission, j'y viens mes chers collègues, mais vous ne nous ferez pas taire et nous irons jusqu'au bout dans la manifestation de la vérité. Donc pour que cette vérité s'exprime par rapport à la gravité des faits, je le redis, et je fais confiance à la présidente de notre commission, même si je mesure la complexité de sa tâche et ce que la majorité et le revirement de la majorité entre hier soir et ce matin est assez démonstratif des pressions que vous devez subir pour que notre commission n'aille pas jusqu'au bout. Donc moi, je souscris pleinement à la liste que le co-rapporteur Guillaume Larrivé vient de formuler. Il faut que toutes les auditions se fassent. Nous avons avancé sur la question du huis clos. Il est normal que toutes les auditions soient publiques. Cela a été approuvé à l'unanimité. C'est un pas. Eh bien, mes chers collègues de la majorité, ayez ce souci de transparence que vous avez tellement évoqué. Eh bien, cette transparence, elle ne se découpe pas, elle est totale, elle doit être entière. Donc nous devons pouvoir auditionner tous les acteurs de cette affaire, y compris au plus haut sommet de l'État. Vous venez de nous dire, Madame la Présidente, que le directeur de cabinet du Président de la République pouvait être entendu, en tout cas dans les propositions que vous formulez. Cela signifie que vous ne vous appuyez pas sur le principe de séparation des pouvoirs. Vous auriez pu le faire. À partir du moment où vous nous indiquez que le directeur de cabinet du Président de la République peut être entendu, et naturellement il doit être entendu, eh bien le secrétaire général de l'Élysée, qui est au sommet de la hiérarchie administrative de l'Élysée, doit être entendu. Naturellement, le chef de cabinet dont M. Benalla était l'adjoint doit être entendu. Et naturellement, parce que les questions qui sont posées, il y a les faits, la justice en est saisie, et je fais confiance à la justice pour aller au bout de ces investigations. Mais au-delà des faits dont est saisie à ce jour la justice, et peut-être elle se saisira d'autres éléments, il y a au moins deux questions. Celle de la dissimulation des faits. Pourquoi les autorités qui ont eu connaissance de ces faits, notamment le ministre de l'Intérieur et l'Élysée, n'a pas activé l'article 40 du Code de procédure pénale. Donc ça, c'est une question auxquelles les fonctionnaires et les personnes que nous avons... Je termine, Madame la Présidente. Je termine, Madame la Présidente. Et puis, deuxième question, est-ce qu'il y a une police parallèle? Est-ce qu'il y a une police parallèle? Est-ce qu'il y a une police parallèle dans ce pays qui est organisée par la République en marche? Qui est organisée par la République en marche. Donc il est essentiel que les responsables de la République en marche puissent être entendus devant notre commission, son délégué général, mais aussi les responsables de la sécurité, M. Baratier, mais je rajouterai également, et je termine, M. Christian Guédon, dont Mme Ariane Chemin dans Le Monde hier soir indiquait qu'il était le précédent responsable de la sécurité en marche, très proche de M. Benalla, et que nous avons vu, et que Le Monde rappelait ce fait extrêmement étonnant, voire ahurissant, traiter le président de la République dans une opération de protection du président de la République d'enfoiré. Donc je pense que cette personne doit également... Alors... S'il y a une police parallèle qui a été organisée...
Je vais donner la parole à Madame Naïma Moutchou pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente. Je voudrais d'abord répondre à mes collègues républicains et à Monsieur Ciotti. Cette commission d'enquête a été votée à l'unanimité de la commission des lois. Personne n'a été contraint et en tout cas certainement pas la majorité. Nous sommes tous animés de la même quête. Nous sommes tous animés de la même quête de la vérité et vous avez vu dans quel délai record la commission a été constituée. En revanche, après la lecture de la proposition des auditions du co-rapporteur, je ne sais pas si nous sommes tous animés de la même sincérité. L'objectif des auditions, quel est-il? Il est de faire la lumière sur les événements du 1er mai. Il n'est pas de se focaliser exclusivement sur les faits de la Contrescarpe. Je vous rappelle, mes chers collègues, que des poursuites judiciaires sont en cours et que nous ne pouvons pas nous immiscer en celles-ci. Ce serait quand même le comble. Ce serait le comble pour le législateur de ne pas respecter la loi et de ne pas respecter la Constitution. Je sais, monsieur le co-rapporteur, d'ailleurs, que vous êtes sensible à cet argument de droit. Enfin, je l'espère. Une fois... Je suis sensible à cet argument. Sur un certain nombre d'auditions que vous proposez. Monsieur Girier, par exemple. Pourquoi monsieur Girier? Son nom est apparu nulle part. Et dans ce cas-là, monsieur le co-rapporteur, pourquoi pas monsieur Fratacci, le directeur de cabinet? Non, dès lors que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, est entendu, je crois que nous satisfaisons à l'objectif. Il n'est pas envisageable non plus, pour des raisons juridiques, d'entendre ceux qui sont aujourd'hui placés en garde à vue, peut-être mis en examen bientôt, sauf à s'ériger en procureur. Les auditions qui concernent l'Élysée posent aussi question. Notre but, ce n'est pas d'interroger toutes les équipes sans délimitation de périmètre. Auditionner M. Stroda, auditionner le colonel Laverne, très bien. Le reste n'est absolument pas opportun, sauf à vouloir se faire plaisir, et je n'imagine pas que ce soit le cas. Je propose donc de s'en tenir à la liste qui a été proposée par Madame la Présidente. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-Christophe Lagarde pour l'UDI. Oui, merci Madame la Présidente. Comme je l'ai dit, il nous semble nécessaire de procéder à un certain nombre d'auditions dès lors qu'elles ont un rapport avec le sujet de la commission d'enquête. J'y reviendrai dans un instant. Mais je veux alerter déjà notre commission. Il semble que nous ayons à avoir un débat très vite sur 3 des auditions que vous proposez. Le contrôleur général, membre de l'état-major de la DOPC, le membre de l'état-major de la DOPC, commissaire responsable du dispositif place de la Contrescarpe ce jour-là, et le commandant chargé de faire la liaison entre la préfecture de police de Paris et la présidence de la République, puisque les 3 sont en garde à vue depuis ce matin. Ce qui veut dire qu'ils sont entrés dans une procédure judiciaire. Il va très vite s'ouvrir un débat juridique entre nous et la chancellerie, qui va en réalité être de savoir s'ils sont en garde à vue au regard de ce qu'ils auraient fait le 1er mai, ou comme je crois le lire à travers la presse, et donc ça n'empêcherait pas leurs auditions. Je préfère le dire maintenant pour que tout le monde puisse y réfléchir, puisque apparemment ils sont en garde à vue dans l'affaire des vidéos qui auraient été transmises à M. Benalla. C'est donc pas le 1er mai, mais c'est il y a quelques jours qu'ils ont été piégés là-dessus. Je dis ça pour qu'on ne nous empêche pas de les auditionner, parce que ne pas pouvoir les auditionner rendrait assez compliqué, me semble-t-il, la suite de notre enquête. Deuxième point, et pour cette raison-là, il me semble évidemment nécessaire d'entendre plus vite que vous le proposez le directeur de cabinet du président de la République, qui pourrait lui aussi à un moment donné être entendu dans le cadre de l'affaire. Et s'il était entendu dans ce cadre, nous ne pourrions plus ultérieurement l'auditionner. Et donc si on reçoit le ministre de l'Intérieur lundi, je souhaite, puisque vous avez commencé à organiser des auditions, que sans doute dès lundi, nous puissions également recevoir M. Patrick Stroda. Il y a, me semble-t-il, dans les membres de la préfecture de police que vous avez cité, une personne qui est oubliée, le directeur de cabinet du préfet de police, M. Pierre Gaudin, me semble nécessaire à l'élucidation de la vérité. Il nous faut entendre le directeur général de la police nationale. Je vous transmettrai d'ailleurs quelques noms par écrit pour ne pas allonger notre commission. Mais je voudrais donner le sentiment de notre groupe sur un désaccord qui existe manifestement entre les 2 co-rapporteurs. Il ne me semble pas nécessaire, à ce stade en tout cas, d'auditionner le secrétaire général de l'Élysée, dont les fonctions ne sont pas liées avec ce qui s'est passé, M. Collard, et je ne vois pas ce que M. Castaner apporterait à nos débats autrement que de la politique. En revanche, entendre M. Kras est indispensable. Il était sur place et il est exactement au cœur du dispositif qui sème le trouble, c'est le moins qu'on puisse dire, et je dis ça pour que nous puissions avancer, ainsi que
M. Bruno Roger-Petit, puisqu'il a, au nom de la présidence de la République, affirmé que suite à ces événements, il se déroulait un certain nombre de décisions qui n'ont pas eu lieu. Et il est nécessaire de savoir pourquoi il a été ainsi désinformé, ce qui l'a conduit à communiquer de façon erronée. Pour le reste, Madame la Présidente, nous vous ferons parvenir par écrit, ça me paraît le mieux, la liste des auditions proposées. Je suggérerais d'ailleurs qu'on puisse, parce qu'on ne peut pas noter tout à la volée, nous les transmettre par écrit, y compris ceux qui sont en désaccord, de sorte que nos groupes puissent donner leurs sentiments sur les désaccords qui ont été ainsi posés. Sans vouloir vous indiquer quelle sera ma conclusion, j'étais justement en train de voir avec M. Guillaume Larrivé, de demander à chaque groupe de nous communiquer par écrit une liste pour qu'après nous puissions en discuter entre nous et puis après pouvoir échanger avec vous. Donc je souhaite donner la parole maintenant à M. Philippe Latombe pour le MoDem. Merci Madame la Présidente. Effectivement, ce qu'a dit M. Lagarde est important. Nous devons, avec la plus grande des vigilances, nous assurer que les auditions que nous allons mener ne poseront pas de problème juridique au regard des procédures qui ont été lancées. Donc, comme on est dans la réunion d'une commission d'enquête en même temps qu'il y a des événements judiciaires, il faudra qu'on soit vigilant sur ce point-là. Le deuxième point de vigilance que nous avons, c'est que nous souhaitons que la lumière soit faite, que toute la lumière soit faite dans un temps relativement court. Donc, nous devons nous focaliser sur des auditions qui apportent quelque chose à l'éclairage de ce qui a pu se passer et de ce qui a dysfonctionné ou pas. Et à ce titre, nous pensons qu'une première liste ramassée permettrait de poser des questions qui soient des questions liées vraiment à la commission d'enquête et que cette liste puisse éventuellement faire l'objet d'ajouts, de compléments en fonction des réponses qui auront été apportées par les personnes auditionnées. Et que partir dès le départ sur une liste très large avec des personnes qui ne sont pas forcément à même de nous apporter un éclairage opérationnel sur ce qui s'est passé ne serait pas opportun. Et donc nous souhaitons plutôt une liste ramassée avec la possibilité, comme c'est prévu par notre organisation, par notre mode de fonctionnement, que la commission puisse ensuite élargir les auditions à des personnes qui auraient pu et pour lesquels on aurait des informations dans le cadre de la commission, ensuite les auditionner. Donc nous sommes plutôt favorables à une liste ramassée qui serait évolutive dans le temps et pour lequel nous pourrions avoir des réunions de la commission qui permettraient de trancher ces points-là. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour le groupe Nouvelle Gauche, Monsieur David Habib. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, j'en suis convaincu. En plus, c'est l'honneur de notre Assemblée, nos responsabilités individuelles et collectives. Nous devons trouver la vérité. Nous devons faire éclater la vérité. Faire éclater la vérité sans auditionner M. Benalla, ce n'est pas possible. Faire éclater la vérité sans auditionner celles et ceux qui ont organisé la sécurité à l'Élysée, ce n'est pas possible. Savoir comment ça fonctionne, comment l'Élysée, le dispositif élyséen est mis en place, ce n'est pas possible. Savoir quelles sont les relations entre le ministère de l'Intérieur, je vous rappelle qu'il y a un brassard, qu'il y a une voiture, qu'il y a des attributs de fonction de police qui ont été donnés à M. Benalla. Il faut donc auditionner celles et ceux qui, auprès du ministre de l'Intérieur, organisent le fonctionnement du dit ministère. Savoir comment des personnes qui sont salariées de La République En Marche ont pu participer à cette manifestation et se permettre des choses inacceptables, ce n'est pas possible. Et donc il faut auditionner celles et ceux dont les noms ont été cités, Madame la Présidente, les noms ont été cités par Monsieur le rapporteur, Monsieur Larrivé tout à l'heure. Nous souscrivons tout à fait à cette liste. Nous considérons que c'est un élément premier dans la révélation de la vérité. Et il en va de l'intérêt de notre Assemblée. Il en va de l'intérêt de notre démocratie. Vous avez mis du temps à admettre l'existence ou l'importance d'une commission d'enquête. Vous avez ensuite admis la possibilité, en session extraordinaire, grâce à Boris Vallaud, de la tenir. Vous avez mis du temps à admettre, une nuit, la publicité des débats. Il serait inconvenant et pas à la hauteur du moment que de tergiverser sur la liste des personnes. Quelqu'un me disait tout à l'heure, si ça continue, c'est le garagiste qui a vendu la voiture de fonction à M. Benalla qui va être interviewé et qui va être interrogé par la commission. Il y a nécessité absolue d'en venir aux vraies responsabilités et donc de ce point de vue-là, nous n'accepterons pas une liste à minima.
Alors, pour le groupe GDR, Monsieur Peu. Oui. Une des questions qui va être posée par notre commission d'enquête va être de savoir, entre autres choses, si cette affaire et les affaires des errements d'une personne, d'un voyou qui se serait retrouvé malencontreusement dans les allées du pouvoir, comme je l'ai dit hier soir, ou est-ce que ça a été érigé en système d'une police ou d'une milice parallèle, articulée à la fois avec l'Élysée et à la fois avec le Parti En Marche. Ce sont des questions posées au regard des protagonistes et de ce que nous savons actuellement des informations qui nous sont communiquées. Donc, de ce point de vue, moi, je souscris à la liste qui a été proposée par le co-rapporteur Guillaume Larrivé. J'en ajouterai deux, parce qu'on est sur le sujet du 1er mai. Je pense qu'il est quand même un minimum d'interroger les organisateurs de la manifestation du 1er mai qui ont quand même été largement victimes des violences oui, les victimes, oui, des violences et des problèmes de maintien de l'ordre lors de cette manifestation. Donc je suggère que la CGT, et dans un premier temps les responsables du service d'ordre de la CGT, soient auditionnés. J'ai des noms à vous proposer, je le ferai par écrit. Je suggère également, au regard des responsabilités des uns et des autres et de la liberté de parole des uns et des autres sur cette affaire, que les syndicats de policiers qui vivent très mal la situation, parce que c'est leur corporation qui est montrée du doigt dans cette affaire, que le syndicat des commissaires, que la SGP Police, le syndicat majoritaire, et que d'autres syndicats qui se sont exprimés sur le sujet puissent être auditionnés, ça me paraît absolument indispensable. Parce que vous savez très bien ici que dans le monde de la police, et le ministère en use, les ministères en usent souvent, c'est souvent par les syndicats que la parole s'exprime. La parole de la corporation. Et donc, il me semble nécessaire que les syndicats de policiers, et j'ai aussi une liste là à proposer, nominative et d'organisation, puissent être auditionnés. Voilà mes propositions complémentaires. Je vous remercie. Pour la France Insoumise, Madame Obono, Monsieur Bernalicis. Madame Obono. Ce sera Madame Obono. Merci Madame la Présidente. D'abord pour clarifier notre état d'esprit, puisque au cours des 48 dernières heures, nous avons eu à apprécier l'attitude de la majorité. Et je pense que le fait que nous nous retrouvions là en commission des lois, alors que nous avions voté un dispositif qui permettait, pour le coup, une vraie transversalité, une vraie pluralité, que Madame la Présidente, vous y étiez engagée là-dessus, et qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un dispositif qui, en fait, fait passer le fait majoritaire pour le choix de cette commission d'enquête, puisque tout est voté, et donc la majorité peut imposer ses choix, que nous avons appris dès hier que le ministre serait auditionné lundi, que vous l'avez réaffirmé au début de cette réunion, que malgré la tentative de la majorité de réécrire toute la série des événements, vous n'avez pas répondu avec célérité. Vous avez été obligé, contraint par nos arguments et par nos débats incessants, à accorder cette commission d'enquête. Étant donné que, pour être totalement honnête, puisque nous sommes au sein de l'Assemblée nationale et dans cette enceinte tenue à la sincérité de nos débats, nous ne faisons pas confiance a priori à votre majorité pour être en capacité de mener correctement et de respecter, y compris la parole que vous donnez. Madame la Présidente, vous-même, vous nous aviez indiqué, et c'est moi qui l'avais demandé lors de la question sur la publicité des débats, vous nous aviez indiqué que cette publicité n'était pas possible, vidéo à l'appui. Nous l'avons vérifié, alors que c'était le cas. Donc je ne sais pas si vous le disiez en connaissance de cause ou par ignorance, mais un certain nombre d'affirmations que vous faites sont sujettes à caution. Donc étant donné tous ces faits, nous sommes effectivement très circonspects sur ce dispositif. Nous y participons parce que nous sommes engagés depuis le début, comme nous l'avons exprimé en séance, dans nos responsabilités en tant que parlementaires pour faire toute la lumière politique, effectivement pas judiciaire. Les juges sont saisis, mais la lumière politique
et demander des comptes politiques aux responsables sur ce cas. Voilà pour une petite introduction sur la forme, et nous aurons aussi un questionnement, une demande à soumettre à la présidence de cette commission des lois, étant donné qu'un incident a eu lieu hier soir qui a été l'occasion justement de remettre en cause le dispositif du bureau, que la majorité en a encore fait référence, et M. de Rugy a également indiqué que c'était un fait inédit qui s'était produit en faisant en sorte que les propos à huis clos du bureau aient été transmis. Nous demandons à ce que, Madame la Présidente, vous diligentiez vos services pour que toute la lumière soit faite sur les circonstances qui ont mené à ce que les discussions à huis clos soient transmises dans la presse. Nous sommes là dans une situation suffisamment grave et sérieuse pour que la crédibilité, la sincérité et la sérénité de nos débats soient effectivement garanties, et y compris les sous-entendus à demi-mot qui ont été faits de mettre en cause l'honneur de notre collègue Bernalicis, qui a toujours été, y compris sur ces questions-là, très franc, et nous l'avons toujours été. Quand nous disons et nous parlons à la presse, nous l'assumons, mais les sous-entendus qui ont été faits sont, de notre point de vue, inadmissibles. Et c'est pour ça, y compris, que nous sommes désormais, ce n'était pas le cas au début, et je l'avais indiqué d'ailleurs, Madame la Présidente, à votre égard, ce n'était pas le cas au début, nous sommes désormais très circonspects et très sourcilleux sur ces questions. Pour ce qui est de la liste, nous rejoignons les propositions faites par Monsieur le rapporteur ainsi que par nos collègues de GDR et de Nouvelle Gauche. Nous avons des éléments que nous souhaitons également vous transmettre pour les compléter. Je vais essayer d'aller un petit peu vite du coup sur cette partie. Nous pensons qu'il est nécessaire que les auteurs des vidéos qui ont circulé et qui ont été à l'origine de l'investigation des journalistes du Monde puissent être interrogés par notre commission. Nous en avons deux d'entre eux au moins ont été identifiés. Il s'agit de messieurs Ta, Bouaf et Clément Lano. Il y en aura peut-être d'autres, et peut-être que les prochains éléments des enquêtes menées nous donneront la possibilité de connaître ces auteurs de vidéos. Il y en a par ailleurs une troisième, c'est-à-dire une vidéo qui a été diffusée de l'agression d'une jeune fille également. Donc il y a au moins trois auteurs à identifier. Nous souscrivions sur le fait que M. Alexandre Benalla soit effectivement auditionné. Nous pensons que, et je pense que l'enquête judiciaire nous permettra aussi d'identifier les personnes. Est-ce qu'on peut écouter Madame Obono? Nous permettra peut-être d'identifier les personnes victimes, puisque c'est quand même aussi le grand point d'interrogation, ces personnes qui ont été soumises à des brutalités inacceptables. Et il est important que la commission des lois et que la commission d'enquête, avec ses prérogatives, puisse interroger ces personnes sur ce qui s'est passé, étant les premières victimes. Il nous semble que la brigade CRS présente place de la Contrescarpe devrait pouvoir être également interrogée. Cela a été dit par notre collègue Stéphane Peu. Les forces de police, à savoir notamment M. Anthony Caillé, secrétaire général du syndicat CGT Police Paris, qui ont adressé un courrier, adressé un courrier le 1er mai et qui ont entamé, y compris eux-mêmes, de procédures judiciaires dans le sujet, soient interrogés. Un représentant du syndicat des commissaires de police également, Laurent Nunez de la DGSI, Michel Delpuech, préfet de Paris Police, les gradés en charge de la manifestation du 1er mai, notamment le commissaire Maxence Creusat, qui était responsable du dispositif de maintien de l'ordre, place de la Contrescarpe, Monsieur Philippe Mizerski, qui a été identifié comme le troisième homme aux côtés de Monsieur Benalla lors des incidents place Contrescarpe, mais qui a également été identifié à d'autres moments des manifestations du 1er mai comme faisant partie du dispositif policier et à chaque fois à proximité de Monsieur Benalla. Nous pensons que cette personne que nous avons nous-mêmes pu identifier présent dans d'autres manifestations, notamment la fameuse marche blanche où nous avons été victimes d'agressions de la part de la LDJ, et cette personne était présente et nous a interpellés nous-mêmes. Il nous semble que ça fait partie des interrogations sur l'éventuelle existence d'un système de police politique. Les mots ont été dits et repris, je pense, largement par différentes sensibilités, pose question, et c'est de notre responsabilité de faire la lumière là-dessus. Enfin,
7 minutes de temps de parole. Oui, Madame la Présidente, mais vous n'aviez pas indiqué au début quel était le temps de parole. Donc je vais finir là-dessus. Oui, Madame la Présidente. Vous avez argué du règlement. Vous avez argué du règlement et du respect des règles. Je les respecte. De la commission des lois, et vous savez que vous n'avez pas un temps de parole illimité, Madame Bono. Peut-être. Ça, ce sont les règles que nous Peut-être, mais appliquons vous n'avez depuis un pas an. indiqué quel était Alors, le pas temps. de mauvaise foi, s'il vous plaît. Vous n'avez plus la parole. Donc, je vous propose... Non, Madame la Présidente, non, Madame, non. Vous avez Madame eu la Présidente, 7 minutes de temps de parole. Non, Madame la Présidente, je proteste officiellement. J'entends votre protestation, Madame Obono, je l'enregistre. Eh bien, vous avez eu 7 minutes 38, Madame Obono. Alors... Avez-vous chronométré le temps des autres intervenants, Madame la Présidente? Alors, je vous propose... Nous avons aussi deux demandes. Vous n'avez plus la parole. Compte tenu des échanges que nous venons d'avoir, Madame Obono, vous n'avez plus la parole. Je vous propose, compte tenu des échanges et des prises de parole de chaque groupe politique présent au sein de la commission des lois, je constate qu'il y a un certain nombre de propositions complémentaires à la liste de Guillaume Larrivé et à la mienne. Je propose à chacun des groupes politiques de nous faire parvenir à M. Larrivé et à moi-même les propositions d'audition qu'il souhaite conduire. Je vous propose de nous mettre d'accord d'ores et déjà sur les 2 auditions que nous effectuerons lundi, à savoir le ministre de l'Intérieur à 10h et le préfet de police à 14h. Je constate quand même qu'il y a un certain nombre d'auditions qui remportent un accord commun entre les rapporteurs et que donc cela montre notre volonté commune d'avancer et de faire fonctionner cette commission de la meilleure façon possible et de la façon la plus sereine possible, même si certains dans cette commission ne le souhaitent pas. Je n'arrêterai pas, nous ne sommes pas en capacité aujourd'hui avec le co-rapporteur d'arrêter une liste de façon définitive. Donc nous souhaitons nous mettre d'accord, et nous l'avons fait sur la liste, sur les auditions de lundi de la journée. Nous n'excluons pas de mener d'autres auditions lundi dans la soirée. Je vais donner la parole à monsieur le rapporteur et nous lèverons la séance. Est-ce que je vais d'abord donner la parole à mon co-rapporteur? Merci Madame la Présidente. Trois remarques. Donc, sur le périmètre des auditions, je veux redire le désaccord majeur qui est celui des 2 co-rapporteurs. La liste évoquée par Madame Braun-Pivet est une liste inframinimale. La liste que je propose est une première liste d'auditions à compléter en fonction des auditions. Je veux vraiment préciser les choses, il y a là un désaccord majeur. Deuxième remarque, s'agissant de la journée de lundi, on a bien 2 auditions qui sont d'ores et déjà programmées. Je pense qu'il est nécessaire d'utiliser à fond cette journée de lundi, puisqu'aussi bien la commission des lois n'est pas en séance publique dans l'hémicycle. Enfin bref, c'est des questions d'intendance, mais enfin, il faut vraiment que la journée de lundi soit très très utilisée pour avoir beaucoup d'auditions. Et pour le reste, eh bien, il est urgent de se mettre réellement au travail et de procéder totalement, en toute transparence, à des investigations très approfondies. Je vous indique également que compte tenu des procédures judiciaires qui sont en cours et dont M. Lagarde a fait état encore récemment, indiquant qu'il y avait donc des personnes en garde à vue actuellement, nous sommes quand même, et c'est fondamental de l'avoir bien à l'esprit, lié par l'existence de ces procédures, par le respect des principes de séparation des pouvoirs, de respect des décisions tant du Conseil constitutionnel que de notre règlement intérieur, qui précise bien que nous avons l'impossibilité d'interférer dans nos travaux avec des procédures judiciaires en cours. Donc, je vous indique... Non mais voilà, donc nous allons... Je sais que monsieur le rapporteur
est autant attaché que moi au principe de séparation des pouvoirs d'une part et du respect des règles qui s'imposent à tout député de la nation. Donc nous pourrons apprécier conjointement, au cas par cas, du fait de savoir si nous pouvons auditionner telle ou telle personne. Donc, cela étant dit, j'invite donc chacun des groupes à communiquer à M. Guillaume Larrivé et à moi-même la liste des auditions qu'il souhaite conduire pour que nous puissions conjointement nous mettre d'accord et nous vous ferons part de notre accord ou désaccord sur l'ensemble des propositions que nous allons vous soumettre. Monsieur Larrivé. Oui, un micro-point pratique, pardon d'entrer dans ce détail, de niveau de détail, mais je souhaite que les listes suggérées par les groupes soient transmises au secrétariat de la Commission des lois, en mettant en copie votre serviteur et Madame Braun-Pivet. Mais je pense qu'il faut centraliser au secrétaire des affaires juridiques. Pardon de cette question un peu pratique, mais un peu d'ordre ne nuirait pas, je pense. Vous avez raison, le secrétariat de la Commission des lois, comme de toute façon nous ne sommes pas en commission d'enquête, mais nous sommes en commission des lois avec les pouvoirs de la commission d'enquête. Donc le secrétariat reste assuré par la commission des lois et le bureau est le même. La commission des lois est vraiment dans sa configuration habituelle. Je vous indique, oui. Alors, vraiment des interventions extrêmement brèves et nous levons. Monsieur Peu. Merci Madame la Présidente. C'est même pas une intervention, c'est juste une question. Est-ce que nous allons, j'ai peut-être pas bien compris, est-ce que nous allons avoir dans les heures qui viennent, la liste proposée par Guillaume Larrivé et par vous-même? Je vous communiquerai la liste proposée par Guillaume Larrivé et la liste que je retenais. Monsieur Gosselin. La liste présidente. La liste que j'ai proposée a fait l'objet d'une note remise à la présidente à 9 h, sous forme d'un document PDF qui peut, si vous en êtes d'accord, d'ores et déjà circuler après notre réunion. Très bien. Philippe Gosselin. Oui, merci Madame la Présidente. Notre temps est très contraint puisque les pouvoirs dont nous nous sommes dotés vont expirer dans un délai d'1 mois, donc c'est très court. Nous savons tous que nous devons utiliser au maximum les 8-10 jours, je reprends vos propos d'hier, les 8-10 jours à venir pour mener ces auditions. Je crois qu'il est donc urgent que peut-être dès aujourd'hui, on puisse se mettre d'accord, et je vous laisse voir évidemment entre co-rapporteurs, comme vous l'avez dit et suggéré, je vous laisse voir bien sûr qui nous allons auditionner, mais il n'est pas question qu'on puisse faire durer de nombreux jours une liste qui perturberait les convocations et donc les auditions, et qu'on se retrouve autour du 15 août à auditionner les uns et les autres. Vous voyez bien qu'il y a, sinon précipitation, c'est évident qu'il faut la dénoncer, mais une vraie urgence. Donc si vous pouviez nous préciser un peu le calendrier des jours à venir, que chacun puisse s'organiser, étant donné qu'il y a des travaux évidemment en séance plénière, que nous avons ici en commission des lois une audition de la garde des Sceaux mardi après-midi sur une autre affaire, un autre sujet, que mercredi matin nous sommes déjà pris totalement par la commission des lois. Bien sûr, nous pouvons auditionner entre 2 h et 3 h du matin, mais je crois que chacun a besoin de s'organiser. Donc j'insiste vraiment pour que la liste qui est en désaccord à ce stade, il faut le dire, en dehors de quelques points communs, mais cette liste qui est en désaccord, donc puisse être précisée extrêmement rapidement et que le calendrier prévisionnel puisse être donné à chacun des membres extrêmement rapidement aussi. Je vous remercie. Je vous en prie, j'entends vos préoccupations. Ça dépendra également de la diligence de tous les groupes présents en commission de nous fournir Alors leurs moi, je vous demande propositions. si c'était possible de donner une date limite, c'est-à-dire que pour 14 h aujourd'hui, chacun arrête sa liste. Mais non, mais sinon, ça va durer 107 ans. Non, non, mais je crois qu'il ne faut pas non plus être continuer. Mais chacun y a déjà réfléchi, non. Madame la Oui, Présidente. non, Chacun y a déjà réfléchi, et je pense que chacun est capable de donner à 14 h une liste. Donner une date limite 14 h ce Monsieur samedi. Lagarde. À 15 h, c'est fixé. Mais oui. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais pouvoir utiliser le micro. Voilà. J'ai 2 observations à faire. La première, c'est que même si on l'a un peu perdu de vue au fil de notre discussion, l'objet d'une mission d'enquête, c'est évidemment de permettre toute la transparence et d'établir la vérité. C'est aussi de faire des propositions. Et donc,
à l'issue, il y a un rapport qui a été adopté. Dans ce rapport, il y aura sans doute des constats de dysfonctionnement de tel ou tel niveau de l'État. Il y aura aussi des propositions à faire. Or, il me semble que dans le mois qui a été accordé à la commission d'enquête, il y a une difficulté sérieuse. C'est que pour qu'un rapport soit adopté, il faut que la commission se réunisse. Et je préconiserais qu'on ne réunisse pas le 15 août, qui est un jour en plus particulier, qu'on ne réunisse pas le 15 août la commission des lois, ou le 20 août, si d'autres étaient plus gênés par la date du 15 août. Donc, pour revenir plus sérieusement, je pense qu'il faut nous préciser quelle est l'issue de ces travaux, parce qu'il me semble qu'au-delà de la pression politique normale qui existe aujourd'hui, émettre des propositions, adopter un rapport peut se faire en septembre si tout le monde en était d'accord. Premier élément. Deuxième élément, je voudrais que soit précisé tout de suite, je pense qu'on peut sous 24 heures arrêter la liste des auditions acceptées. J'ai dit tout à l'heure qu'il me paraissait impossible que soient refusées des auditions qui sont dans le périmètre sincère au-delà des postures. En revanche, puisque c'est la commission des lois normale, tout député peut y participer, tout député peut y prendre la parole. Je tiens à ce qu'on se mette d'accord là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'on est tous conscients qu'on est en plein mois de juillet et que certains des collègues vont être là. En plus, l'ordre du jour de l'Assemblée nationale va être bouleversé puisque un certain nombre de nos collègues s'étaient organisés pour être là en fonction de tel ou tel. Et il faut que n'importe quel député qui représenterait son groupe ou même ne fait pas partie d'un groupe puisse s'exprimer dans cette commission qui a les pouvoirs d'une commission d'enquête. Sur ce point, Monsieur Lagarde, je répondrai peut-être à tous les points, je les note. Madame Le Pen. Oui, Madame la Présidente. Je vois bien le souhait d'un certain nombre de limiter le rôle de la commission d'enquête exclusivement au fait du 1er mai. Est-ce qu'il était là? Est-ce qu'il a tapé? Est-ce qu'il avait un brassard de police? Oui, merci. Je pense qu'il suffit de regarder les vidéos pour s'en apercevoir. La réalité, c'est qu'ils n'étaient pas seuls. Ils étaient au moins 2. La réalité, c'est qu'on leur a donné des pouvoirs exorbitants. Qui leur a donné? Qu'ils ont obtenu des passe-droits. Qui leur a accordé ces passe-droits? Qu'ils ont été protégés. Qui les a protégés? Qu'ils agissent en toute impunité et pas seulement au cours des événements du 1er mai, qui leur permettent de bénéficier de cette immunité. Et donc, je pense que la commission d'enquête se grandirait à ne pas se limiter à la liste que vous avez accordée d'audition, enfin que vous avez suggérée d'audition et qui paraît tout à fait restrictive. Je pense par ailleurs que le colonel Biofarina devrait être entendu. Il est le chef du commandement militaire de l'Élysée. Or, il me semble que le commandement militaire de l'Élysée a probablement des choses à dire sur les dysfonctionnements que l'on a appris au cours des derniers jours sur le comportement de M. Benalla et au moins de M. Kras. Je vous remercie. Monsieur Bruno Kettel. Oui, merci Madame la Présidente. Simple point de vue pratique. À entendre les 2 listes proposées par Monsieur Larrivé et vous-même, il y a quand même quelques noms communs. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas, au moins aujourd'hui, statuer sur ces noms communs pour justement, non mais formellement, pour justement organiser nos travaux en début de semaine prochaine et pour le reste, évitons, si je peux me permettre, de faire de tel ou tel nom un sujet à polémique supplémentaire pour ne pas nous décrédibiliser tout collectivement. Merci. Ouais, en fait, j'étais, c'est ce qu'on imaginait au début, mais en fait, j'étais un petit peu gênée à titre vraiment purement personnel, c'est que vous n'avez pas cette liste sous les yeux et ça me gênait de vous faire voter sur des éléments dont vous n'aviez pas connaissance de leur exhaustivité. On va pas prendre chaque nom et les égrener. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on peut acter la méthode qui consiste à dire nous avons un certain nombre, au moins une dizaine de noms en commun avec Guillaume Larrivé qui remportent notre adhésion. Donc, on peut voter, si vous le souhaitez, sur ce tronc commun. Ensuite, nous avons ensuite des noms qui n'emportent pas notre accord. Et je souhaiterais que chaque groupe politique fournisse la liste des personnes qu'il souhaite auditionner. Donc, Monsieur Larrivé. Bon. Sur le périmètre des auditions, on voit bien qu'il y a 3 blocs. Il y a d'une part les noms
qui font l'objet d'un accord entre les deux co-rapporteurs. Premier bloc. Ce premier bloc, il faut naturellement maintenant organiser concrètement les prises de rendez-vous et dérouler. Bien. Il y a un deuxième bloc qui sont les propositions que j'ai faites, qui sont appuyées par l'ensemble des groupes, à l'exception du groupe majoritaire, et qui font l'objet d'un désaccord avec la co-rapporteure. Et puis il y a un troisième bloc, qui sont les suggestions complémentaires des différents groupes. Madame Le Pen vient de suggérer l'audition du colonel devenu officier général, d'ailleurs, il a été promu. Biofarina, etc., etc. Il y a un certain nombre de noms complémentaires, et donc nous vous avons demandé de nous en saisir officiellement par courrier électronique dans l'après-midi. Voilà les trois blocs. Je pense que les choses sont très claires et qu'on peut avancer. Tout à fait. Pour avoir, donc je pense que vous pouvez nous fournir les listes d'ici demain, ou si, le plus rapidement possible, en fonction, si on a, nous, au plus tard demain, 14 h. Et après, de toute façon, Guillaume, Larrivé et moi-même sommes mobilisés sur le texte constitutionnel. Nous passerons notre journée ici à l'Assemblée à examiner le texte constitutionnel et notre journée de demain à l'Assemblée dès 9 h 30 pour examiner le texte constitutionnel. Chacun d'entre vous étant commissaire aux lois est concerné par le texte constitutionnel et nous savons très bien, ce n'est pas la peine de faire du cinéma, que nous discutons, que nous échangeons minute par minute, qu'on a des très bonnes relations et donc que nous sommes parfaitement en capacité de nous fournir des listes et de nous mettre d'accord. Donc je ne crois pas qu'il faille ajouter un formalisme là où cela n'est pas nécessaire. Concernant la demande de Jean-Christophe Lagarde, je le rassure, c'est bien la commission des lois dans son fonctionnement habituel, ainsi que je ne le cesse de le répéter. Donc tous les députés présents dans cette Assemblée peuvent assister aux auditions, peuvent poser des questions, sauf que je donnerai toujours la priorité au commissaire aux lois. Et je pense que cela est bien la moindre des choses à partir du moment où c'est la commission des lois qui a ses pouvoirs d'enquête. Et bien évidemment, Monsieur Gosselin, pas de superposition avec l'ordre du jour en séance publique qui concerne la commission des lois. Mais c'est important de le rappeler, mais il n'y a jamais eu de doute dans mon esprit à cet égard. La séance est levée, je vous remercie, nous nous retrouvons dans l'hémicycle.